Nous avons une grande mise à jour concernant l'ancien candidat d'American Idol qui semblait se diriger rapidement vers son procès moins de 3 mois après un appel téléphonique émouvant en pleine nuit. Oh mon Dieu, comté de Miami. Pas seul. Oh mon Dieu, quelqu'un s'est introduit par effraction chez moi. Quelqu'un s'est introduit par effraction chez moi. Est-ce qu'ils sont toujours là-dedans? Je ne sais pas. Ah, s'il vous plaît, dépêchez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vois? Ma femme y est. She got 2 shots to her. Nous venons d'apprendre que Caleb Flynn ne sera pas jugé si rapidement pour les accusations selon lesquelles il aurait tué sa femme alors que leurs 2 jeunes filles dormaient tout près. Pourquoi Caleb Flynn a-t-il supplié le tribunal de lui accorder plus de temps? Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Vainement de vrais ingrédients, sans exception. Si Caleb Flynn finit par être jugé pour avoir prétendument tué sa femme, ses 2 jeunes filles, elles n'ont que 9 et 12 ans, elles pourraient devoir témoigner à la barre au sujet de la nuit où leur mère a été tuée. Et elles pourraient devoir le faire alors que leur père sera assis à quelques mètres, sa liberté en jeu. Il est difficile de prévoir quelle serait l'émotion dans la salle si cela arrivait. À ce stade, on ne sait pas du tout si cela arrivera. Caleb Flynn devait être jugé le 4 mai, mais aujourd'hui, nous avons appris des tribunaux de l'Ohio que cette date ne sera pas maintenue. On nous a informé que les avocats se réuniront demain pour en discuter. Caleb Flynn n'a pas renoncé à son droit à un procès rapide et le système judiciaire avance à plein régime depuis son arrestation en février. Avancé. Voici la vidéo de la caméra corporelle lors de son arrestation, alors qu'il était assis dans le hall du commissariat. La question a été posée par la personne assise avec lui. De quelles preuves la police dispose-t-elle pour affirmer que Caleb Flynn aurait tué la mère de ses enfants, une femme nommée Ashley Flynn? C'est une femme dont il parlait avec enthousiasme lorsqu'il était candidat à American Idol il y a plus de 10 ans. Et cette question, quelle preuve? Elle est légitime. À ce stade, nous ne pouvons que spéculer sur les raisons pour lesquelles la police dit que l'histoire de Caleb Flynn serait fausse. Selon lui, quelqu'un aurait pénétré par effraction dans leur maison en impasse à Tip City, Ohio, au nord de Dayton, et tué sa femme, Ashley Flynn, dans leur lit. Nous avons la liste des témoins déposés par la défense auprès du tribunal, susceptibles d'être appelés si Caleb Flynn est jugé. Nous allons bientôt examiner quelques noms intéressants de cette liste. Nous avons également appris que le jury, lors du procès, irait voir la maison de Caleb Flynn en personne pour examiner la scène du crime par eux-mêmes. L'avocat de la défense de Flynn a déclaré devant le tribunal qu'il voulait que les jurés voient eux-mêmes la disposition de la maison, à condition que tout soit resté comme c'était lors de ce terrible jour en février. Nous sommes d'accord pour que le jury visite les lieux tant que la cuisine n'a pas été déplacée, que le garage n'a pas été déplacé, que les pièces de la maison n'ont pas été déplacées, au point que je me fiche même si le toit n'est plus là. Cela n'a tout simplement pas de rapport avec cette affaire en particulier. J'aimerais que le jury puisse voir l'entrée et la sortie de la maison ainsi que l'emplacement des différentes pièces de la maison. Donc ce n'est vraiment pas très compliqué. Maintenant, même si le jury peut voir la maison de Flynn, Caleb aurait le droit d'accompagner le jury pour la voir aussi. Mais il a dit au juge qu'il ne voudrait pas faire cela. Maintenant, avant d'aborder la liste des témoins et certains des débats qui ont eu lieu concernant le témoignage des filles de Flynn, je veux revenir sur ce que la police a vu lorsqu'elle a été appelée pour la première fois chez Caleb Flynn au milieu de la nuit du 16 février. Corey. D'accord, ça va. J'ai vérifié juste ici, rien d'autre. D'accord. Mes filles sont dans la chambre, elles dorment encore. D'accord, vous avez vérifié? Vous vous êtes assuré de ça? 911, oui. À partir de maintenant, plus personne ne rentre ici. Point final. Toutes les portes en même temps. Il est environ 2h30 du matin et Caleb Flynn a appelé le 911. Il est bouleversé. Il affirme qu'un intrus est entré chez eux et a tué sa femme pendant que leurs enfants dormaient à côté. Maintenant, vous remarquez dans cette vidéo de la caméra corporelle qu'il dit que les 2 filles du couple dorment encore dans leur chambre. Ce mois-ci, les procureurs ont déposé une requête indiquant l'État prévoit que plusieurs enfants témoigneront lors de la présentation principale de l'affaire. Cela signifie potentiellement que les filles Flynn, âgées de 9 et 12 ans, devront témoigner alors que leur père est jugé pour le meurtre de leur mère. Maintenant, voici un échange intéressant qui a eu lieu à ce sujet. Parce que l'État énumère les droits qu'il souhaite accorder aux enfants.
ce qui inclut la présence d'un défenseur des droits de l'enfant ou d'un représentant des victimes choisi par l'enfant dans la salle d'audience, à un endroit clairement visible et à proximité immédiate. L'équipe de Flynn a alors contesté la nécessité de la présence d'un défenseur des droits de l'enfant lors du témoignage des enfants. Ils disent qu'aucune preuve n'a été présentée démontrant qu'un défenseur serait nécessaire et qu'aucune audience n'a eu lieu. Maintenant, parlons de la femme de Caleb, Ashley. C'était une femme qui semblait être très appréciée par la communauté. Elle était entraîneuse de volleyball local, elle était enseignante, et elle et Caleb étaient très actifs dans leur église. Caleb affirme que le meurtrier d'Ashley est entré chez eux par le garage ouvert et lui a tiré 2 fois alors qu'elle était au lit. Je veux que tu écoutes l'histoire qu'il raconte soi-disant à l'opérateur du 911. Qu'est-ce que tu vois? Ma femme? Elle a reçu 2 balles dans la tête. Il y a du sang partout. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Madame, pouvez-vous inspirer profondément, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison? Non, la porte du garage était ouverte. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mes filles sont ici! Mes filles sont ici! Où est-elle? Elle est dans le lit. Elle est dans le lit. Vous êtes avec elle? Je suis dans la chambre. Je la regarde. Oui, s'il vous plaît. Vous avez verrouillé la porte? Nous avons verrouillé la porte du garage. Il est dans la maison? Oui, s'il vous plaît. Où se trouve cette pièce dans la maison? Mon collègue est en train de les envoyer, d'accord? Mais j'ai besoin que vous répondiez à ma question pour que je puisse venir vous aider le plus vite possible, d'accord? Quelle question? Où êtes-vous dans la maison? Je suis dans la chambre avec elle en ce moment. Ma fille est dans la chambre des filles. Donc vous n'êtes pas avec les enfants. J'étais avec les enfants quand c'est arrivé. D'accord, mais vous n'êtes pas avec eux maintenant. Non, ils sont dans leur chambre et dorment encore. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc là, vous voyez une certaine confusion au téléphone concernant l'endroit où se trouvent les enfants dans la maison. Et il dit que les enfants dorment encore, même si leur mère venait d'être abattue. Et il est frappant de constater que Caleb Flynn n'a pas accouru pour protéger ses enfants. Il les laisse simplement dormir selon cet appel au 911. Maintenant, voici ce qu'il a dit sur l'endroit où se trouvait Ashley. Qu'elle était morte dans son lit. Tu entends quelque chose? Non, j'ai frotté sa jambe et j'ai dit son nom. Elle ne répond pas. Ta fille ne te répond pas. Attendez, je suis... Oh, pardon, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? Ta fille ne te répond pas? Non, elles sont de l'autre côté de la pièce, D'accord. dans leur chambre, d'accord? Entendez-vous un quelconque bruit à l'intérieur de la maison? Non, non, son visage est... Oh, monsieur, son visage est... Pourquoi le fantôme, s'il vous plaît? D'accord. Le visage de qui? Le visage de ma femme. Le visage de votre femme? Oui, celle qui a été touchée par balle. Elle a été touchée par balle. Elle a été quoi? Touchée par balle, j'ai dit. D'accord. Où a-t-elle été touchée par balle? À la tête, à la tête. J'espère qu'il n'y en a pas partout. D'accord. Est-ce qu'elle respire? Non, je ne crois pas. Ashley, Ashley, bébé, bébé, s'il te plaît. Oh mon Dieu, non, elle ne respire pas. Dans la vidéo de la caméra piéton, Caleb informe la police qu'il a une arme à feu dans la boîte à gants de sa voiture. On ignore si les autorités pensent détenir l'arme présumée du crime. La vidéo est expurgée, mais on peut entendre les agents parler et Caleb parler. Et même si c'est flouté à l'écran, on se rend quand même bien compte d'où se trouvent les agents dans la maison. Ici, ils sont en train de parler avec Flynn, puis ils se dirigent vers le garage alors qu'ils essaient de vérifier l'histoire que Caleb leur raconte. Tout de suite. Là, j'ai besoin que tu respires, d'accord? Tu as de la famille que tu peux appeler? D'accord. Où est ton téléphone? Tu veux appeler ta famille? Attends. Corée, tu le surveilles? Oui. L'eau est là-bas, pas encore à la base. Je pense que c'est au fond. Oui, une personne. Oh mon Dieu. Oh, cette porte est ouverte là-bas. C'est vrai. La porte arrière est ouverte. Il fait jour dehors parce que je ne vois pas. C'est un placard. D'accord. Le concept de canal était un chirurgien à problème. C'est vrai.
Devrait-on la voir? D'accord, regarde ça. Fais attention. Oh non, ça fait mal. Tu vois du sang? Je vais continuer pour m'en débarrasser. Et que quelqu'un le surveille. Quelqu'un doit le surveiller. Maintenant, j'ai regardé cette vidéo de la caméra corporelle plusieurs fois. Et ce qui me frappe toujours, c'est à quel point les policiers veulent s'assurer que Caleb est dans leur champ de vision et comment ils se parlent, même à voix basse, des soupçons qu'ils peuvent avoir sur sa version des faits. Two. Ouais. La porte de derrière est ouverte. Il y a une porte sur le côté, là. Elle est ouverte? Alors, vérifiez là-dedans. Oui. Non. Le camion, la console centrale du camion est ouverte. C'est là qu'il a dit qu'il gardait son arme. Monsieur Cuchon. L'épouse. Dans la même pièce aussi? Oui. Dans son lit. Dans le lit. Tu ne les entends pas? Je ne lui ai pas parlé. C'est Corey qui lui a parlé. D'après tout ce qu'on sait sur Caleb, aux yeux du monde extérieur, il semblait être la dernière personne dont on aurait pu imaginer qu'elle tuerait sa femme. Après environ 45 minutes à l'intérieur de la maison, on voit sur la vidéo de la caméra piéton qu'il sort dehors. Et il y a cette étreinte pleine d'émotions qu'il échange avec quelqu'un qui n'a pas été identifié. C'est sûrement un proche, peut-être même de la famille. Regardez. Je suis désolé. Allez, Chérie. désolé. Allez, allez. Je ne comprends pas. Pas du tout. Tu as besoin d'une équipe pour veiller sur toi? Je veux dire, tu penses que tu... Tu es juste entré pour le regarder? Oh, la côte, la police ne sait pas. L'épicerie d'or, c'est ça. Je peux prendre ça? On peut juste s'asseoir? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire non plus. Ne sois juste pas choqué. Je suis sous le choc. Tu veux t'asseoir sur les marches? Yup. Oui. Qui est passé derrière? Qu'est-ce que c'est? Qui est passé derrière? Aux adjoints du shérif? Des démons? Personne n'était passé derrière? Non. Tu ne veux pas qu'on le fasse? Je ne pense pas. J'allais réveiller le chien tiré ici. Eh bien, 2 chiens sont venus, je les ai juste fait tourner et les ai enfermés. Je sais. Total a peut-être fait le tour pour mettre le ruban. Ça aurait été tout. Oui, d'accord. Troy a dit qu'il pouvait amener un drone, mais tu ignorais ce que tu cherchais. J'ai entendu. Quoi? C'était, tu sais, je l'ai entendu. Et je suis resté figé. Et puis j'ai couru.
Et la porte qui mène au garage est grande ouverte. Et puis je... How long were you ici avant qu'on arrive? Genre 20 secondes? Oui, pas deux. D'accord. Je crois que j'ai vu les combats de ton cousin. Aucune voiture n'est sortie. Oui. Je n'ai vu aucune noix. Attends, je n'ai rien vu là-haut non plus. Je suis arrivé au premier essai. Je suis entré, j'ai commencé à aller vite, et ils ont dit « frappe-moi avec quelque chose ». Oh oui. Et puis j'ai éteint le panneau pendant qu'il était à terre pour ne faire peur à personne. Oui. Je n'ai pas pu te trouver la première fois. Eh bien, c'est la porte latérale à l'arrière qui est ouverte. Elle est toujours ouverte. Dans les heures qui ont suivi la mort d'Ashley, la police a déclaré que l'hypothèse de travail était qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Ils ont déployé des drones dans les airs. Il y avait des chiens au sol, mais ils disent qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'un intrus. D'accord, Caleb. Je veux que tu te lèves. D'accord. Avance. Qu'est-ce que c'est? Tourne-le vers l'avant. Monsieur. Plus tard dans la semaine, Caleb Flynn a été arrêté et inculpé du meurtre d'Ashley. Nous n'avons pas vu la vidéo de l'interrogatoire et ignorons encore ce qui constitue réellement le dossier de l'État contre Caleb Flynn, ni pourquoi ils estiment qu'il leur ment. De plus, aucun mobile pour ce crime présumé n'a encore été rendu public. Je suis désolé de vous rencontrer dans ces circonstances, monsieur. Vous pouvez m'appeler Will. Quel était votre prénom, monsieur? Caleb. D'accord. Mes parents vivent hors de la ville et m'appellent sur mon portable. Je vais essayer de tout régler avec ça. Et tu sais, on verra ce qu'on peut faire pour te le rendre dès que possible. Mais malheureusement, lors de l'incarcération, c'est assez standard pour nous de tout récupérer. D'accord. Je vais sortir puisque tu fais ce que tu dois avec lui. Si tu as besoin, juste dis-le. C'est un processus assez simple. Donc, bien sûr, détective Morgan. Oui, j'en ai un, merci. Je vous l'ai un peu dit. Donc, pour l'ADN de contact, s'il reste des choses à la résidence, cela vous mettrait hors de cause. Comme ça, si le labo criminel le voit et se dit « D'accord, non, ça correspond au propriétaire ». Donc, on a besoin de savoir ou alors ça ne correspond pas. Donc maintenant, on a ce nouveau profil. Il faut qu'on essaye de découvrir à qui il appartient. Donc, avec ceci... C'est très simple. Nouvel emballage stérile. Donc, si tu ouvres juste la bouche, je le mets dedans et je le fais tourner sur ta joue quelques secondes. Voici une vidéo de Caleb donnant volontairement son ADN à la police au commissariat. Flynn est en détention depuis son arrestation. Il a comparu plusieurs fois devant le tribunal. Le juge a fixé la date du procès au 4 mai et lors de la dernière audience, l'avocat de Flynn a déclaré qu'il n'avait aucune requête à déposer à ce moment-là. Mais maintenant, il va y avoir un retard. L'avocat de la défense de Flynn a déposé cette requête indiquant qu'il souhaitait retarder le procès de 21 jours parce que, je cite, « l'État a continué à fournir un volume important d'éléments du dossier, dont une partie est réellement pertinente ». Et encore une fois, aujourd'hui, mardi, un juge a décidé que l'affaire serait reportée, mais nous ne savons pas quand une nouvelle date de procès sera fixée. Nous avons la liste potentielle des témoins pour la défense. Celle-ci a été rendue publique. Cette liste comprend des personnes comme le chef de la police de Tip City, Ohio, l'agence qui a procédé à l'arrestation, ainsi que plusieurs officiers du département de police de Tip City et plusieurs agents du FBI. Le gouvernement fédéral a été appelé pour aider à enquêter sur cette affaire. De plus, d'après les adresses, il semble que plusieurs voisins de Flynn figurent également sur la liste. Il y a 2 sections où des noms ont été caviardés sur cette liste potentielle de témoins. Nous ne savons pas qui ils sont. Nous accueillons à présent le juge à la retraite, Fernand Rucker, devenu avocat. Merci de prendre le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Il semblait simplement que cette affaire avançait à toute vitesse vers un procès. Maintenant, nous savons qu'elle va être retardée. Mais que pensez-vous de la stratégie de la défense jusqu'à présent, qui a vraiment consisté à agir comme si Caleb Flynn allait être jugé le 4 mai? Eh bien, vous savez, c'est toujours difficile à savoir. Tout d'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'apprécie d'être ici. À chaque mention du 4 mai en tant que fan de Star Wars, j'adore cette date.
Que le 4 mai soit avec vous. J'ai compris. Absolument. J'ai mon sabre laser en arrière-plan. Mais quand on parle de stratégie et de procès, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe en coulisses. On ne sait pas s'il y a un peu de nervosité à cause d'un témoin qui est apparu ou si des informations ont été révélées dans les centaines ou milliers de pages de documents que les avocats ont examinés en préparation. On ne sait pas si un témoin qu'on attendait et pour lequel on était prêt va dire quelque chose. Il y a eu des informations en coulisses selon lesquelles ils pourraient changer leur version. On ne sait jamais. Mais ce que nous savons, c'est qu'une partie du délai demandé ici était liée à l'attente d'un rapport d'expert. Selon nos règles pénales dans l'Ohio, et chaque État a ses propres règles pénales et civiles, mais dans les règles pénales de l'Ohio, il y a un certain délai imposé par la loi avant de devoir traiter un rapport d'expert. Donc, le délai ici est compréhensible dans l'idée qu'il y aura effectivement un expert ou qu'il y a un autre rapport d'expert. Ils doivent avoir le temps de s'y préparer. Une semaine n'est tout simplement pas suffisante selon nos règles. Et quel type d'expert? Et je sais que c'est assez général, comme dans la documentation du tribunal. Le document mentionne simplement un rapport d'expert. Mais typiquement, dans un cas comme celui-ci, à quoi pourrait ressembler un rapport d'expert? C'est drôle. J'ai eu cette discussion il y a quelques jours avec un ami non avocat à l'église. J'ai dit qu'il existe deux types de témoins dans les procès. Il y a les témoins ordinaires et il y a les témoins experts. Un témoin ordinaire, c'est simplement une personne qui dit « Eh, j'ai vu ça se passer » ou « Je connais ces personnes » ou peu importe la situation. Un expert, c'est toute personne qui possède des connaissances ou des informations spécialisées, que ce soit sur les faits, les processus ou les preuves. Dans une affaire de meurtre, un expert peut témoigner sur presque tous les sujets. Vous pouvez avoir un témoin expert qui témoigne sur les projections de sang et explique comment le sang se répand en fonction de la direction d'une arme à feu, de l'endroit où les balles sont tirées, de leur nombre et de leur ordre. Vous pouvez avoir un expert qui témoigne sur la durée pendant laquelle un corps est réellement en décomposition. Vous pouvez avoir un expert en analyse vocale qui témoigne de l'authenticité d'un appel téléphonique et de ce qu'il entend dans la voix de la personne. Je veux dire, il y a donc autant d'experts potentiels, c'est-à-dire des personnes qui ont des connaissances, des compétences, de l'expérience ou une formation spécialisée dans un domaine particulier. Cela peut apporter une aide à la personne chargée d'apprécier les faits, qui est évidemment soit le jury, soit le juge. Ici, nous parlons de quelqu'un qui peut regarder le jury dans les yeux et dire « D'après mes connaissances et mon expérience scientifique, voici ce que nous comprenons dans ce domaine, ce que cela signifie. » Donc, l'expert peut venir de n'importe quel domaine. Cela peut être quelque chose de sérieux ou quelque chose de bénin qui peut apporter quelque chose à l'affaire d'une manière ou d'une autre. Parce que dans la requête de Caleb Flynn, au début, lorsqu'ils ont demandé de reporter le procès, il a été question de la communication des preuves, et il y avait une phrase de son avocat de la défense disant qu'une partie était pertinente. Donc il semble simplement qu'il y ait beaucoup d'informations qui arrivent, beaucoup de pièces à conviction, et il a été dit qu'une partie pourrait être utilisée pour leur défense. En général, comment se passe ce processus de communication des preuves? La formulation semblait presque un peu passive-agressive envers les procureurs, comme pour dire « Vous nous envoyez beaucoup de choses, seule une partie de ces éléments serait jugée nécessaire pour préparer une défense au procès. » Est-ce qu'il y a une sorte de jeu stratégique qui se joue presque entre les procureurs et la défense à ce stade, où la défense ou l'accusation dit « Eh, on va tout vous donner et on sait que ça va prendre beaucoup de temps à examiner ». Oui, c'est une question intéressante et une observation pertinente. J'exerce depuis 30 ans, j'ai été procureur. J'ai débuté ma carrière ainsi, puis j'ai été juge, travaillé dans les droits civiques et je fais cela aujourd'hui en plus de traiter des affaires de dommages corporels. Et je veux dire, dans chaque litige, il y a toujours un aspect que l'on pourrait qualifier de stratégie ou de jeu, comme vous l'expliquez. C'est malheureux de mon point de vue parce qu'on traite de la vie des gens. On est confronté aux conséquences les plus graves qu'une personne puisse avoir à affronter. En tant qu'avocat, nous faisons face à ce jeu. C'est l'une des choses qui me frustre, mais c'est une remarque juste. Et oui, les tribunaux et la loi disent que nous n'acceptons pas et ne soutenons pas les procès fondés sur l'effet de surprise. Nous ne voulons pas qu'un camp ou l'autre puisse simplement lancer des éléments à la dernière minute et que l'autre partie
ne soient pas préparés. Donc, les règles et la façon dont les juges fonctionnent sont conçues pour limiter ce genre d'effet de surprise au procès. Et donc, cela permet de prendre le temps d'examiner les dossiers. Cela exige également la communication de l'identité de certains témoins et de la nature de leur témoignage attendu. Mais dans l'ensemble, en tant qu'avocat, je ne suis pas obligé de révéler à la partie adverse toutes les questions que je vais poser à un témoin lorsqu'il sera à la barre. Ce sont mes propres notes personnelles et le fruit de mon travail que j'ai élaboré au cours de 30 années de pratique. Je ne suis pas obligé de tout leur dire. Donc, je vais leur donner tout ce que j'ai et je saurai ce que je vais utiliser, mais la partie adverse devra le découvrir par elle-même dans sa propre stratégie de défense. Je pense que c'est un peu ce que nous voyons ici. Oui, et je pense que pour les procureurs aussi, c'est « on va tout vous donner ». Ainsi, en cas de condamnation, vous ne pourrez pas dire que nous ne vous avons pas fourni toutes les pièces à conviction nécessaires pour préparer votre défense, ni qu'il y a eu des surprises dans cette affaire. Nous avons appris que, potentiellement, les filles de Caleb Flynn, elles ont 9 et 12 ans, et franchement, c'est une partie difficile de cette histoire. Elles étaient apparemment dans la maison lorsque tout cela s'est produit, et elles dormaient, soi-disant, à ce moment-là. Mais il est possible qu'elles soient appelées à témoigner. Et il est difficile d'imaginer quelle serait l'ambiance, l'émotion dans la salle, si cela devait arriver. Mais l'État dit qu'il veut s'assurer qu'il y ait éventuellement des accompagnateurs pour aider les enfants de 9 et 12 ans s'ils doivent témoigner. Et maintenant, la défense a déposé une requête en disant « Attendez une seconde, quelle est la raison pour laquelle il devrait y avoir des accompagnateurs ?» Ils ne disent pas qu'il ne devrait pas y en avoir, mais peut-être qu'il devrait y avoir une audience. Peut-être qu'on devrait en discuter un peu plus. Qu'est-ce que vous pensez de cet échange qui se déroule? Oui, donc la loi dit, écoutez, nous permettons certainement aux personnes mineures de moins de 18 ans de témoigner. Cependant, en reconnaissant la sensibilité des jeunes dans ce genre de contexte, nous allons mettre en place certaines protections. Ils peuvent être cachés derrière un écran pour que seul le prévenu ne les voie, tandis que jury et juge observent leur réaction. Il y aura un accompagnateur à proximité pour qu'ils se sentent à l'aise. Je veux dire, il y a plusieurs mesures, mais la défense dit, bon d'accord, c'est bien. Nous savons que la loi le prévoit, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'un enfant témoigne que la défense ne peut pas le voir. Vous devez présenter une raison pour laquelle cet enfant a peur de témoigner ou se sentirait mal à l'aise. Et sans le préalable, sans la justification pour mettre en œuvre ces protections du point de vue de la défense, ils disent non, ils devraient simplement pouvoir témoigner comme un témoin ordinaire. Et tant que le procureur n'aura pas établi qu'il y a une raison pour que ces protections particulières et spécifiques puissent être mises en œuvre ici, nous ne sommes pas d'accord. Et nous voulons qu'il y ait une décision du tribunal qui soit nécessaire, pas que ce soit automatique. Et cela a du sens. Quel est généralement le seuil? On pourrait dire que ces filles, 9 et 12 ans, sont à l'école primaire, et à 12 ans, on est presque au collège. Mais quand même, je veux dire, c'est un cas où ta mère a perdu la vie. Et il y a ton père, et ses libertés sont en jeu. Ça semble en soi, même pour un adulte dans cette situation, devoir témoigner serait traumatisant. Quel est le seuil que le tribunal recherche pour dire « oui, vous avez atteint le seuil où une personne de soutien pourrait être présente pour aider ce mineur à témoigner ?» Je vais vous donner un exemple parfait où cela serait idéal. Disons qu'il y a une personne accusée de maltraitance d'enfants ou Dieu nous en préserve et nous savons que ces cas existent d'abus sexuels sur un mineur. Et c'est quelqu'un qui avait une certaine influence ou autorité sur cet enfant avant qu'il ne se retrouve devant le tribunal. Et cet enfant est maintenant appelé à littéralement pointer du doigt la personne qui l'a peut-être mise au monde ou qui l'a peut-être élevé dans sa maison en tant que parent ou beau-parent. Et maintenant, ils doivent se lever et s'opposer à cette personne. Eh bien, certainement lors de la préparation, ce jeune enfant a probablement exprimé au procureur sa peur ou sa réticence à pouvoir faire cela. Et donc, ce serait un parfait exemple où ces règles et ces protections seraient nécessaires afin de s'assurer que cet enfant ait la capacité de prendre la parole à la barre et de témoigner. Nous ne le savons pas ici. Vous savez, nous présumons cela parce que les enfants sont appelés par le procureur à témoigner dans cette affaire contre,
Ils témoignent au nom de l'État. Donc, on suppose qu'ils témoignent contre leur père, mais nous ne connaissons pas la relation. Nous ne connaissons pas l'influence. Nous ne savons pas comment le père se comportait avec les enfants et interagissait avec eux. Nous ne savons même pas si les enfants étaient conscients de ce qui se passait au moment des faits. Nous savons seulement que l'allégation affirme qu'ils dormaient lors du meurtre, mais ignorons l'impact sur eux ou la discussion qui a suivi. Nous ne savons rien de plus. Du point de vue de la défense, c'est bien le problème. Nous ignorons tout cela. Et à moins que nous sachions qu'il y a un problème, alors notre position est que le témoignage devrait se dérouler normalement. Tant que l'État n'aura pas démontré que ces mesures sont réellement efficaces. Et il y a une raison pour laquelle ces enfants devraient témoigner derrière l'écran et qu'ils doivent bénéficier des protections prévues par la loi si cela est approprié. Si Caleb Flynn est un jour jugé, le jury pourra se rendre chez lui pour voir où tout cela aurait eu lieu. Il a dit qu'il renoncerait à son droit d'être présent avec le jury si cela devait arriver. À quel point cela peut-il être efficace pour les procureurs d'emmener le jury dans la maison où tout cela s'est passé, afin qu'ils puissent raconter leur version des faits directement sur place devant le jury? Eh bien, j'ai toujours été quelqu'un qui croyait à l'efficacité des visites sur les lieux, que ce soit le site d'un terrible accident de voiture sur une rue particulière ou une visite sur place par le jury. Dans une maison comme celle-ci où un meurtre a eu lieu, que ce soit en tant que juge, procureur ou avocat de la défense, j'ai toujours soutenu les visites sur les lieux. Parce que si un jury est censé prendre une décision sur les faits, plus ils sont capables de percevoir où, quand, quoi, comment et pourquoi, mieux ils pourront prendre une décision éclairée en toute confiance, pas seulement via des images et des explications de témoins. Donc, vous savez, des deux côtés, je suggérerais qu'une visite sur place serait utile. Cela s'est imposé car la défense n'a pas objecté et l'accusation l'a suggéré. Les deux parties estiment qu'une visite sur place serait bénéfique. Maintenant, l'idée que l'accusé dise « je ne veux pas y aller, je ne veux pas être là », je peux comprendre cela du côté de la défense et du côté du procureur qui essaie d'en tirer parti. Bien que je ne pense pas qu'ils puissent le faire, car il y a probablement une protection garantie par le 5e amendement qui les empêchera de soulever le fait qu'ils n'y soient pas allés lors de la visite sur place. Mais ils étaient mariés. Et que vous vouliez croire qu'il a commis ce meurtre ou qu'il est innocent, et ce, tant qu'il n'est pas prouvé coupable, comme l'exige la loi, cela doit être difficile. Ces enfants vivaient dans la maison, ils étaient tous là. Qu'il l'ait fait ou non, en tant qu'accusé, il est logique et compréhensible qu'ils ne veuillent pas s'y rendre alors que les personnes qui prennent la décision se trouvent également dans cette maison. Oui, et nous verrons ce qui va se passer. Je veux dire, nous avions prévu le 4 mai. Aussi vite que cela semblait avancer. Il semblait vraiment que cela allait avoir lieu le 4 mai, mais maintenant nous savons que cela va être reporté. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Le juge à la retraite Finan Rucker, avocat. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin d'On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et sur Spotify. Retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À bientôt.